Bienvenue sur le podcast Comme Julien, en voiture ou à pied. Objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Je me présente, moi c'est Julien. On va discuter de la récente explosion sur le réseau social LinkedIn de mon invité Alexandre Bouchard. Il est passé en quelques mois d'une centaine de contacts à près de 15 000 prospects sur son réseau aujourd'hui. Consultez juliencarcali.com/20 pour approfondir ce que nous allons discuter avec Alexandre Bouchard. Voici sa courte biographie. Dès l'âge de 13 ans, c'est dans une petite boutique de banlieue qu'Alexandre a commencé à travailler dans le domaine de l'informatique. Suite à ses études universitaires en administration, il a acquis plus de 10 ans d'expérience en développement des affaires business to business au sein de firmes internationales. Cependant, c'est son passage de 4 ans chez Apple comme directeur de compte niveau entreprise qui a permis de combiner ses deux passions professionnelles, l'informatique et la vente. Entrepreneur en série depuis maintenant 4 ans, son objectif est d'offrir à ses clients de bâtir des relations d'affaires axées vers la technologie, l'innovation et les résultats. Bref, tout ce qui peut créer un avantage concurrentiel dans un monde en perpétuel changement. On l'écoute maintenant. Bonjour à toi Alexandre Bouchard, je suis très content de t'accueillir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Julien? Écoute, ça va parfaitement. On va parler aujourd'hui de comment un peu démarrer sur LinkedIn quand on est un entrepreneur ou une start-up. Et on va vraiment démystifier tout ça. On va voir ça ensemble. J'ai une première question tout de suite pour toi. Pourquoi as-tu décidé de participer à mon podcast? En fait, Julien, j'ai décidé de participer à ton podcast à travers un petit peu le rayonnement que tu avais sur LinkedIn. J'ai suivi tes publications, puis je trouvais intéressant ton point de vue, puis j'ai vu les différents intervenants qui y avaient participé. Puis j'ai décidé de me joindre à l'aventure, puis d'essayer d'utiliser cette belle audience que tu as créée pour aider les gens à démarrer leur stratégie. Puis c'est ce qu'on va parler, comme tu viens de le mentionner, les aider à être efficaces avec l'outil LinkedIn. C'est parfait. Merci à toi, en tout cas, de la participation et puis du temps que tu peux consacrer pour ça. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Bon, donc, écoute, on va démarrer un peu avec ton parcours, puis tu vas me dire pourquoi as-tu décidé de créer un business en social selling. Donc, je t'écoute, vas-y. En fait, c'est simple, je fais de la vente depuis que j'ai 13 ans. Je travaillais dans une boutique informatique de quartier. En fait, je me présentais là, puis je posais des questions au propriétaire, puis à un moment donné, il s'est dit « Ah, ce jeune homme est curieux et connaît quelques trucs. » En fait, j'étais un expert DOS, Julien. Je sais pas si tu vas te rappeler, mais si jamais tu as des questions sur DOS, ça va me faire plaisir de t'aider. mais bref, j'ai commencé à interagir avec des gens et à vendre des solutions, des logiciels, des ordinateurs à un jeune âge. J'allais troubleshooter des ordinateurs, des 486, des 386 à l'époque, avant le Pentium même, à la maison des gens. Puis j'ai toujours interfacé avec des humains à travers ma carrière. J'ai étudié en informatique, mais j'ai fini en administration. Quand j'ai terminé en administration, spécialisé en marketing, j'avais 2 voies en fait. Soit je m'en allais dans le marketing ou je m'en allais en développement des affaires. À l'époque, les agences étaient saturées de demandes de gens qui voulaient travailler en agence de publicité. C'était comme l'âge d'or des agences de publicité. Donc, les salaires étaient très, très minimes. Okay. Et l'opportunité du développement des affaires me proposait un salaire qui était presque le double. Donc, j'ai décidé de m'en aller en développement des affaires suite à mon bac. Puis, depuis ce temps-là, en fait, ça fait presque, je vais trahir mon âge malheureusement, mais ça fait presque 13-14 ans que je fais du développement des affaires au sein de multinationales. La raison pourquoi j'ai démarré l'entreprise, c'est très, très simple. Ma dernière expérience en développement des affaires, c'était chez Apple. Puis chez Apple, il y a quelque chose de spécial. En fait, j'ai vécu l'effervescence, puis on se rappelle peut-être aux alentours du iPhone 4, premier iPad, deuxième iPad environ, les longues files devant les magasins qui avaient un lancement de produits. Moi, j'étais au service aux entreprises, puis c'était l'équivalent. C'est-à-dire que les gens faisaient la file pour parler avec moi.
Ok. Euh, ce qui est pas naturel quand on est en développement des ventes. C'est très, très rare qu'on a un produit qu'on n'a pas besoin de vendre. Euh, puis, ça a été une expérience qui a été quand même assez un éveil. En fait, j'avais juste à me concentrer sur la relation client puis la recherche de solutions. Euh, Puis le reste, ben, les appels venaient, que ce soit des petites, des grosses entreprises. Je travaillais sur des comptes comme Air Canada, la SAQ, Cirque du Soleil. Euh, Puis quand j'ai parti mon entreprise, ben j'étais plus le gars qu'on voulait appeler pour avoir le dernier produit Apple. Fait que je me suis dit, ah, c'était le fun. Quand j'étais chez Apple, je recevais des demandes. Fait que, à travers mon analyse de l'opportunité numérique, j'essayais de recréer un modèle qui m'amenait justement des demandes. Ça serait jamais à la hauteur de ce que c'était chez Apple, évidemment, mais qui me créait des demandes entrantes organiques pour que je puisse développer sans avoir à faire trop de développement traditionnel. Ok. C'est là Ah. que l'opportunité du social selling s'est amenée. J'ai étudié la plateforme LinkedIn, j'ai commencé à travailler sur un modèle, fait quelques mandats en partenariat avec mon ancienne entreprise, puis on a travaillé avec des grosses entreprises à cette époque-là. Puis V3, dans le fond, V3, c'est l'enfant de tous ces travaux-là, de 4 ans de travail en social selling. C'est un modèle qui est plus axé vers la collaboration, l'apprentissage et le partage de connaissances avec les clients pour les amener à avoir une bonne stratégie. Puis c'est un modèle qui est accessible pour des startups, des entrepreneurs, autant qu'on est appelé à travailler aussi avec la grande entreprise. On a WeWork, entre autres, comme client qui vaut 20 milliards, mais on a des gens qui valent $0 au départ, puis on les aide à... éventuellement, ça serait le fun de se rendre à 20 milliards, mais on fait un bout de chemin avec eux pour les aider à propulser leur idée dans la stratosphère au niveau business to business. Donc clairement, le social selling aujourd'hui, c'est au centre de tes projets. Oui. Et comment cela se traduit pour tes clients? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ben, en fait, nous, on croit que c'est important d'apprendre les gens à pêcher. Dans le fond, on les apprend à manier l'outil et à bien s'en servir. Mais aussi, on fait une internalisation de tous les processus qui sont un peu plus ardus, c'est-à-dire au niveau de la planification stratégique, identifier les bonnes cibles, envoyer des invitations. Ouais. Ça, on va s'en occuper pour le client pour qu'il ait à se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire interagir avec les clients potentiels, Ouais. répondre aux demandes entrantes, puis créer sa notoriété. On les aide aussi à les guider au niveau de la stratégie de contenu, puis au niveau de Sales Navigator, au niveau de la prospection ciblée, comment identifier ses top clients, puis vraiment se concentrer sur eux pour générer des résultats concrets. D'accord. Et donc aujourd'hui V3 s'occupe vraiment du social selling. Qu'est-ce qu'à l'époque toi comment t'as eu le déclic de dire bah tiens il faut que je crée ce type de compagnie et il faut que je crée ce type de service? En fait, V3 en tant que tel est venu du fait que je travaillais sur des grands comptes d'entreprise au niveau de LinkedIn, puis on les aidait. Puis un jour, je me suis levé un matin, puis je me suis dit, j'aide tous ces exécutifs de grandes entreprises à générer du succès. Moi, j'avais 562 contacts LinkedIn. À part ma mère, il n'y a pas grand-chose, personne qui me connaissait dans l'environnement d'affaires. Malgré mes années de développement des affaires, j'avais mon réseau, 562 contacts. Des bons contacts, des gens avec qui je suis toujours en relation. Mais bref, je me suis dit, pourquoi je fais ça pour les autres, mais je le fais pas pour moi, dans le fond. Fait que ce matin-là, j'ai comme eu un éveil que j'aurais pas probablement dû avoir avant, de dire ben pourquoi j'utilise pas mon propre modèle pour propulser ma notoriété et voir qu'est-ce que ça donne. Fait que je l'ai vécu en fait. J'ai été l'entrepreneur qui avait à peine de réseau sur LinkedIn, qui avait à peine de reach, de portée, de résultats, pas de lead organique en fait. Ouais. À devenir quelqu'un qui a un réseau de près de 14 000 personnes aujourd'hui en 2 ans et 4 mois, qui a une communauté de 7 000 entrepreneurs et qui a une discipline plus ou moins efficace, mais dépendant des périodes d'occupation, mais de contenu pour interagir avec eux, partager avec eux. Fait que je l'ai vécu, en fait, cette espèce d'expérience-là, de partir de quelqu'un qui a pas nécessairement beaucoup de contacts LinkedIn, puis de devenir un influenceur sur la plateforme. Puis si je l'ai fait en 2 ans et 4 mois de mon côté, on peut le faire un petit peu plus vite parce que j'avais d'autres trucs à faire que juste du développement, de la notoriété puis du social selling. On est entrepreneur, on a plusieurs chapeaux.
Puis c'est un peu de ça aussi, c'est de se réaliser que l'entrepreneur typique porte une douzaine de chapeaux à la fois. Puis le social selling devrait en être un. Je pense que c'est un incontournable. Si on peut s'occuper de la partie qui est pas cost-effective, qui a pas de coût d'opportunité relié à ce... il peut se concentrer sur le développement puis sauver du temps en développement traditionnel. Fait que je l'ai vécu personnellement. Ok. J'ai une question qui m'est venue. Social Selling Index, il me semble que tu avais un score assez exceptionnel. Tu peux nous en parler? Oui. En fait, 90 de SSI, je challenge les auditeurs à me relancer avec un meilleur taux. Mais oui, à travers la discipline. C'est sûr que j'ai eu des périodes qui étaient un petit peu plus basse. Je suis pas toujours à 90. Dans la mesure des choses, on essaie de garder un certain standard. La plupart de nos clients, en fait, presque tous nos clients sont en haut de 80 de Social Selling Index. C'est un de nos buts, en fait, c'est d'amener les clients à avoir une bonne fondation, d'avoir un minimum de 80. Moi, je suis plus aux alentours de 90, pas parce que je suis exceptionnel, c'est tout simplement parce que j'ai une discipline dans mes fréquences de publication, que je réponds à tous les messages. Je me rappelle quand j'ai donné la conférence, puis tu me parlais avant le podcast de la conférence que j'ai donnée à Expo Entrepreneur. J'ai eu à peu près 200 notifications, une centaine de messages suite à cette présentation-là. Puis je remercie tout le monde d'ailleurs pour les commentaires. Ça fait chaud au cœur de recevoir autant de commentaires positifs. J'ai été chanceux, j'ai pas eu de commentaires négatifs, mais s'il y en avait, c'est toujours constructif. On bâtit là-dessus. Mais reste que le lendemain, j'ai travaillé jusqu'à 11 heures du soir à répondre à tout le monde. Fait que je me fais quand même une discipline de personnaliser mon approche, malgré le fait qu'il y a certains des processus qui sont automatisés. C'est ce qui m'amène à avoir un Social Selling Index qui est en dehors du commun. J'ai été nommé dans les top Sales Navigator Users au monde par LinkedIn. D'accord. Très choyé d'avoir vu ça, mais on est toujours en train de peaufiner la stratégie puis travailler là-dessus. Mais reste qu'on n'est jamais à l'abri d'une période de laxisme ou de baisser en bas de ça. Mais le but, c'est de rester entre 80 et 90. Ok. Juste pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément le Social Selling Index, oui. c'est un calcul, hein, c'est l'algorithme LinkedIn qui calcule. Tu vas même être plus. C'est un indice qui calcule le potentiel en fait. C'est pas vraiment un résultat final, c'est un aperçu de notre potentiel de développement des affaires à l'aide de LinkedIn. Basé sur 4 piliers. Dans le fond, comment on partage du contenu, le nombre de relations avec qui on entre en contact, notre taux de réponse, la qualité de notre profil aussi. Parce qu'il y a différents à la base, il faudrait tous avoir un profil expert, là. Mais encore plus loin que ça, il y a d'autres stratégies avancées, puis on en parlera peut-être tantôt pour donner des trucs, mais tout ça pour dire que c'est les 4 piliers généraux sur lesquels ils se basent pour calculer le Social Selling Index. Ça nous a fait beaucoup de bien, en fait, en tant qu'entreprise, parce que quand j'ai commencé le Social Selling, le terme n'existait même pas. Puis déjà là, d'utiliser ce terme-là, puis de l'entendre, puis d'avoir des podcasts qui en parlent, d'avoir des gens de la communauté du Québec qui sensibilisent les gens à l'opportunité du social selling, ça fait du bien. Le Social Selling Index vient directement de LinkedIn, fait que c'est une validation de plus que c'est vers où ils veulent tendre, c'est vers où ils s'en vont au niveau de leurs outils, puis que c'est la façon de bonifier ces démarches de développement. Donc pour nos auditeurs, je mettrai le lien pour celles et ceux qui connaissent pas là. Pour chaque personne qui a un compte LinkedIn, de toute façon, peut calculer son taux. Puis écrivez-moi si vous avez plus que 90. J'aimerais connaître vos trucs. On est toujours capable d'apprendre. Bon, c'est parfait. Donc par rapport au social selling sur LinkedIn et comment tu te débrouilles. Quel outil tu utilises spécifiquement pour pouvoir, alors je dirais même avant V3, avant que tu crées ta quels outils tu utilisais pour améliorer tes relations avec il y a plusieurs plateformes qui nous permettent de générer une certaine discipline. En fait, il y a différents outils qui sont disponibles. Je te dirais qu'avant de commencer avec les outils, l'important, c'est de bâtir une stratégie efficace. OK. C'est vraiment de savoir où on veut s'en aller avec son entreprise. Quelles sont les personnes
avec qui je dois me connecter, qui sont mes influenceurs, mes personnes décisionnelles, mes gatekeepers, parce qu'on a toujours quelqu'un qui va sûrement pas être familiarisé avec une opportunité, puis il faut le convaincre, il faut passer par lui, malgré tout, pour avoir notre contrat. Fait, comment identifier ces personnes-là, puis les bâtir en séquence, être stratégique. C'est-à-dire que c'est facile de dire, je vais utiliser un outil, je vais me monter à 30 000 connexions. Mais si on l'a pas planifié, puis notre 30 000 connexions est aucunement qualifiée, oui, on peut générer de l'engagement, oui, on peut générer des réponses, mais ça va être des résultats réponses, au bout du compte. Les résultats vont être divisés par 1000. fait que c'est pas juste d'atteindre des chiffres ou d'avoir un SSI 90, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui est en ligne avec ce qu'on essaie de développer. Puis la base, c'est vraiment de se dire, OK, je suis ici à temps zéro. J'ai X nombre de contacts. D'ici 1 an, j'aimerais avoir X nombre de clients. Ces clients-là sont dans quel secteur d'activité? Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont les personnes qui signent mes contrats? Puis là, à ce moment-là, on est capable d'orienter la stratégie. Fait que la première partie, c'est vraiment de se questionner. Puis aussi tout le questionnement qui est au niveau du branding personnel, au niveau de la culture d'entreprise, c'est quoi nos missions, c'est quoi nos valeurs. Faire une étude de mots-clés, on fait du SEO depuis très, très longtemps. Ça fonctionne malheureusement de moins en moins. Le AdWords aussi, mais il y a un enjeu de positionnement de mots-clés aussi sur LinkedIn. Fait que vraiment bien connaître sa marque, bien connaître qu'est-ce qu'on veut propager, c'est quoi notre valeur ajoutée, pourquoi une personne ferait plus affaire avec moi qu'avec quelqu'un d'autre. Puis on réunit ces deux éléments-là, puis on a une stratégie efficace, on a un positionnement efficace, puis là, on est prêt à aller à la guerre. C'est là qu'on est prêt à faire les changements, puis qu'on est prêt à rentrer dans une stratégie tactique. Fait que je te dirais qu'à la base, le plus important, c'est la planification. Parce que des gens qui ont 26 000 contacts, j'en connais plein. J'en connais plein aussi qui ont presque 26 000, 30 000 contacts qui génèrent 0 opportunités. Okay. Bref, c'est facile de dire « Ah oui, je suis un expert de social selling, regardez-moi, j'ai 30 000 contacts. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Puis on devrait pas être jugé en fonction de notre nombre de contacts. Quand j'ai dit que j'avais 14 000 contacts, c'était pas pour me vanter, c'était pour dire j'ai 14 000 contacts, je pourrais être à 30 000 déjà, mais je les ai bâtis stratégiquement. C'est-à-dire je me suis concentré sur le Québec au départ. Présentement, on a de la croissance, on a des clients un peu partout aux États-Unis, en Ontario. Je voulais me laisser de la place pour aller chercher des gens dans ces régions-là. Si j'avais bâti sur 30 000 contacts au Québec, mais j'aurais jamais pu planifier une expansion à travers mon profil sur d'autres marchés. Surtout qu'on est limité à 30 000 contacts sur LinkedIn. Pour l'instant, on est limité à 30 000 pour différentes raisons, surtout basé sur le fait que c'est une vieille architecture. LinkedIn existe depuis plus longtemps que Facebook, pour les gens qui sont pas au courant. Okay. Donc, la raison pourquoi on est limité à 30 000 contacts, puis il y a plusieurs personnes qui savent pas ça, c'est parce que la plateforme, elle serait trop lente si on avait plus que 30 000 contacts. En fait, tous les gens qui ont en haut de 15 ou 16 000 contacts qui commencent à être responsables du ralentissement et des bugs que vous voyez sur la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'il y a une limite. C'est pas à cause qu'ils veulent pas que vous ayez 100 000 amis, c'est à cause qu'ils sont pas capables de le gérer. Ça reste que, comme je dis, c'est une vieille architecture. Ils font beaucoup d'améliorations. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent à chaque mois. Ils sont en train de bâtir vers le futur, mais reste que c'est sur des anciens vecteurs. Ok, donc les piliers sont vieux et ils sont pas encore, ils commencent à devenir instables, quoi. Ouais, ben pas instable. On dit que LinkedIn a un monopole pour les 7 à 10 prochaines années. D'accord. Selon les études. Fait que je pense pas que ça va partir demain matin. Je pense pas non plus. Il y a des meilleures solutions technologiques. Donc, si on avait à passer quelque chose à partir de scratch, avec tout ce qui se fait au niveau de blockchain et tout ça, on pourrait envisager quelque chose d'améliorer au niveau d'un réseau professionnel. Mais reste qu'avec 550 millions d'usagers, de profils, difficile à battre. Difficile à battre comme base de données. Puis ce que je dis à mes clients, c'est que dans le fond, il n'y a aucune base de données aussi merveilleuse que LinkedIn pour les gens professionnels en B2B sur la Terre.
clairement. Je veux dire, avant, ils achetaient des listes à Toronto, à Gartner, ça coûtait une fortune, 25 000, tu avais une liste de 1000 noms, des personnes décisionnelles, puis cette liste-là avait une durée ponctuelle. C'est-à-dire que tu l'achetais, tu payais 15 000. Dans un an, si tu voulais t'en servir encore, elle était désuète. Tous les gens avaient, pas tous les gens, mais une bonne proportion avaient changé de poste, c'était plus leurs mêmes coordonnées. Les compagnies avaient été mergées, fusion-acquisition, on le sait, ça a bougé beaucoup dans les dernières années. LinkedIn, c'est quelque chose qui vit en temps réel. Mm-hmm. Si demain matin, je pars d'une nouvelle business puis je décide que V3 n'existe plus, ce qui arrivera jamais, mais bref, les gens peuvent me suivre dans ma nouvelle aventure. Donc, puis c'est ça qui est merveilleux à propos de la base de données de LinkedIn. Puis je trouve tellement que les gens saisissent pas l'opportunité. Nous, on a été chanceux d'y voir une opportunité, puis ça fait 4 ans qu'on y travaille, mais puis on peaufine constamment nos outils, mais si j'avais quelque chose à dire à un entrepreneur qui est en B2B, LinkedIn est responsable de 80,33% des opportunités qui sont générées sur les médias sociaux pour les gens en B2B. C'est énorme. Si vous bâtissez une stratégie Facebook, vous avez 6,73% des opportunités qui sont générées en B2B sur Facebook. Fait que vous passez à côté de l'éléphant dans la pièce, dans le fond. Puis le plus beau conseil que je peux donner à un entrepreneur en démarrage qui est en B2B, c'est rate pas cette occasion-là. Je veux dire, c'est une fenêtre énorme qui est ouverte présentement. Il y a des opportunités, il y a des tactiques qui nous permettent de générer une croissance fulgurante. Je veux dire, on a des clients en Australie. Si tu m'avais dit il y a 4 ans quand j'ai parti mon entreprise que j'étais pour avoir des clients en Australie, je t'aurais dit ça a aucun sens. Mais je veux dire, l'opportunité de développer au-delà des frontières puis des limites géographiques, puis de rejoindre un bassin, je dirais c'est vraiment le golden age du développement des affaires en business to business. Malheureusement, ceux qui saisissent pas l'opportunité, on le voit aux États-Unis, il y avait 5 millions de représentants B2B aux États-Unis en 2012. En 2020, ils vont être 4 millions. Donc, il y a 20% de la masse des représentants B2B qui vont perdre leur poste, qui vont perdre leur emploi. C'est pas à cause nécessairement juste de l'opportunité du social selling, c'est à cause de l'intelligence artificielle, c'est à cause des postes qui vont être remplacés par des bots, des robots qui vont faire la job aussi. Cette menace-là est présente, mais aussi par le fait que si on s'adapte pas, puis on réussit pas à s'approprier ces nouvelles méthodes-là, ben on va passer à côté de l'opportunité de grandir dans le fond. Ok. Et donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre justement sur LinkedIn, puisque tu en parles? D'être discipliné. D'être discipliné et de jamais lâcher. En fait, la plupart des gens sont habitués à l'instantané. On vit dans une ère d'instantané. Nos clients nous envoient un courriel, ils s'attendent à ce qu'on leur réponde dans un délai de 3,5 minutes. C'est un peu ridicule. Facebook a créé une espèce d'illusion qu'on pouvait développer des ventes en l'espace de quelques minutes. On avait juste à lancer de l'argent à Facebook puis il nous sortait des ventes. LinkedIn, c'est pas ça. C'est totalement pas ça. C'est des relations humaines qu'on essaie de bâtir. C'est une stratégie human to human, puis éventuellement d'avoir une approche plus de B2B, mais de business to network. C'est-à-dire qu'on crée notre communauté, puis on partage avec notre communauté. Donc, c'est une opportunité qui se construit dans le temps. Puis l'effet de génération, si je t'avais dit qu'il y a 2 ans et 4 mois, quand j'ai commencé ma propulsion à l'aide de notre modèle, générait déjà des ventes après la 2e semaine, ça serait totalement faux. L'effet est vraiment comme, ils appellent ça l'effet hockey stick, en le fond. Okay. Comme un bâton de hockey qui est sur le plat, c'est-à-dire que peut-être un petit peu en degré, là, mais on voit une progression, mais à un moment donné, quand ça commence à rentrer, ça commence à rentrer. Puis c'est la même chose avec les podcasts, c'est la même chose avec les channels YouTube. Clairement. Je veux dire, on commence pas avec 100 000 auditeurs, c'est à travers la fréquence, c'est à travers la répétition, c'est à travers le contenu intéressant, c'est à travers l'engagement qu'on crée auprès de nos auditeurs qu'on finit par créer quelque chose. Tu sais, Gary Vaynerchuk, quand il est venu à Montréal, il disait quelque chose de tout à fait pertinent. Il disait, aujourd'hui, tout le monde veut être moi.
Mais il n'y a personne qui voulait être moi, il y a 12 ans, quand je faisais des podcasts sur le vin, puis qu'il y avait 8 personnes qui me regardaient, puis que ma mère, elle me félicitait après. Il n'y a personne qui voulait être lui. Aujourd'hui, tout le monde veut être lui. Le problème avec ça, c'est que tout le monde veut être lui, mais demain matin. Et c'est ça. Ils veulent pas construire. Exactement. Puis c'est pas comme ça que l'entrepreneuriat fonctionne. C'est pas le concours de la voix. Oui, je sais qu'on fait beaucoup de concours en entrepreneuriat. J'ai moi-même été membre du jury du défi Ose entreprendre. Puis je pense que c'est important d'avoir de la valorisation pour les idées, puis la structure, puis l'approche. Mais c'est pas vrai qu'on devient des vedettes instantanées. Ça fait 4 ans que je travaille sur des stratégies LinkedIn. Je suis encore humble face au fait que quand les gens postent « Ah, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur ma stratégie LinkedIn », puis il y a quelqu'un qui marque mon nom, je veux dire, je suis encore très, très humble par rapport au fait que les gens me voient comme une référence, même si ça fait 4 ans que je fais ça. Ouais. Bref, on bâtit une pierre à la fois, puis c'est un conseil qui s'applique à tout. Pas juste à LinkedIn. Soyez disciplinés, découragez-vous pas. J'ai travaillé avec une entrepreneure fabuleuse qui s'appelle Claudia Baillargeon, qui a une app elle est kinésiologue. Elle a une app pour faire du coaching à distance au niveau de l'activité physique. Puis Claudia, c'est une personne qui m'a donné un feedback sur moi-même, en fait, quand je l'ai vu commencer à travailler sur son propre contenu, sur sa stratégie LinkedIn, puis j'ai vu la discipline qu'elle y mettait, puis l'effort qu'elle y mettait, puis le sérieux qu'elle y mettait, malgré le fait qu'au départ, elle générait pas nécessairement l'engagement voulu. Je veux dire, maintenant, c'est rendu quelqu'un qui est bien suivi sur le réseau. Je veux dire, c'est un bon exemple de personne qui a tout à fait compris l'opportunité. C'est-à-dire qu'on peut pas se lancer dans quelque chose comme ça puis espérer bâtir des relations humaines en une semaine. La plupart de mes amis, je les ai pas choisis en une journée. La plupart de mes clients, je les ai pas signés à cause que je les avais ajoutés sur LinkedIn. Il faut toujours le voir à moyen et long terme. Puis il faut se préparer pour le moyen et long terme parce que quand on se lance en entrepreneuriat, les premières années, les premiers mois, c'est comme du vélo stationnaire. Hein? On pédale, puis on s'en va nulle part. Je veux dire, mais à un moment donné, ben, le vélo commence à avancer, puis l'effet de momentum se crée, puis cet effet-là, une fois qu'il est parti, il est difficile à arrêter, en fait. Nous, on est dans une situation où j'ai parti cette entreprise-là, V3, il y a un an et demi, puis en fait, on a doublé la taille de l'équipe en janvier seulement. On est passé de 3 personnes à 7. J'ai commencé seul. En un an et demi, je suis passé de seul à 7. Les gens pourraient voir ça comme un succès semi-instantané, mais ce qu'ils savent pas, que j'ai travaillé comme actionnaire dans une autre entreprise de social selling pendant 2 ans et demi avant. Fait que j'ai 4 ans de travailler mon modèle pour en arriver à une version qui est... je suis assez chanceux, qui a une belle croissance, qui a une hyper-croissance, puis qui génère des résultats. Mais ta chance, tu l'as créée. Tu l'as travaillé pour. Je l'ai travaillé. Je dis de la chance parce que c'est toujours une question de timing puis d'opportunité. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais si le marché est pas prêt pour la recevoir, on va pas créer rien. Puis LinkedIn, c'est un beau miroir pour ça en passant. Si vous voulez savoir si votre business model ou si votre entreprise a des opportunités, que ce soit sur le marché local ou à l'international, essayez d'utiliser LinkedIn pour vous donner du feedback sur votre modèle puis sur votre offre de service. Je vais vous dire, c'est assez catégorique. Nous, on a la chance d'avoir un modèle qui plaît, mais je l'aurais pas su si j'avais pas utilisé LinkedIn comme miroir de rejoindre des personnes qui pourraient être intéressées puis leur dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? » Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me prouver, puis on a travaillé avec des centaines de clients, mais je veux dire, à l'époque, quand on commence, d'avoir cette validation-là que oui, l'opportunité existe, qu'on suscite de l'intérêt sans avoir à investir sur des reps, sans avoir à investir sur un bureau physique, de déjà avoir une idée si notre idée a du potentiel. Puis ce que j'engagerais un entrepreneur à faire qui est en B2B, c'est justement teste ton idée. Travaille là, travaille tes missions, ta valeur, travaille tes cibles, lance-la dans l'univers, puis regarde ce qui te revient. Ce qui te revient, c'est un résultat totalement transparent de l'opportunité que tu as. Ben,
Parfait. Ouais, Écoute, j'aime beaucoup ce que tu me dis. ben, C'est exactement ce que je pense de toute façon c'est aussi comme ça que moi je travaille. parfait. Et je Donc, trouve tu vas ça venir travailler vraiment. avec nous bientôt. C'est vrai. C'est une blague. C'est prévu, je crois qu'on est en contact, alors Ben on va oui, ben regarder, oui. hein. Ouais, ouais, mais il faudrait que Benoît fasse ses suivis. Non, c'est vrai. J'espère qu'il va entendre le podcast. Je, C'est une blague, je, Benoît. Benoît, Je si tu l'approche nous avec écoutes, beaucoup d'amour. c'est pour toi. Et justement, quelles sont les choses à ne pas faire sur En LinkedIn? fait, quelles sont les choses? Il y a plusieurs choses à ne pas faire. En fait, je dirais, malheureusement, j'ai eu la chance d'avoir un écho d'une présentation qui avait été faite par un pseudo-expert LinkedIn qui expliquait qu'il envoyait des invitations à mitraille, puis non personnalisées, qui cliquait sur le bouton jusqu'à temps qu'il ait mal au doigt. Puis ça m'a beaucoup touché parce que c'est le pire conseil à donner à un entrepreneur qui veut démarrer. Euh, c'est pas la façon qu'on établit un premier contact. C'est comme si, dans le fond, je resserrais une poignée de main à quelqu'un, je m'intéresserais pas à ce qu'il fait, je m'intéresserais pas à lui, puis je passerai au prochain. Puis je ferais juste ça dans ma soirée. Je leur dirais même pas qu'est-ce que je fais. J'irais serrer des poignées de main. J'aurais serré 500 poignées de main dans ma journée. Je m'en irais chez nous. J'aurais pas eu d'interaction avec eux. Je leur aurais pas dit qu'est-ce que je fais. Je leur aurais pas demandé c'est quoi leurs besoins. Puis je m'en irais chez moi puis je disais il y en a un là-dedans qui va m'appeler sur les 500. Fait que puis nonobstant ça, c'est la pire approche à faire en développement des affaires. Tu peux te faire bannir. LinkedIn a un algorithme qui vérifie le niveau d'activité. Et si on dépasse les taux d'activité respectables par LinkedIn, on peut se faire mettre en restriction. Puis là, à ce moment-là, ça devient un gros irritant. Il y a quelqu'un qui veut développer son réseau puis faire ses ventes à travers LinkedIn, du jour au lendemain, il n'y a plus accès. Ça peut devenir un obstacle majeur à la croissance. Ah, ok. Et comment du coup mesurer l'impact de ce qu'on fait au jour le jour? Justement, quel conseil tu donnerais par rapport à ça pour... Ben, il y a plusieurs Key Performance Indicators, des KPI qu'on appelle, des indicateurs de rendement qu'on peut mesurer sur une stratégie de LinkedIn. Par exemple, évidemment, le nombre de contacts qu'on rajoute par semaine, le taux d'acceptation. C'est toujours bon de calculer le nombre d'invitations que j'ai envoyées puis mon taux de réponse. Ok. Le nombre de vues de profil, évidemment, parce qu'il y a pas de meilleure méthode que le Growth Hack de vues de profil pour sensibiliser les gens à ce que vous faites. Donc, les vues de profil, c'est quelque chose d'intéressant. Le nombre d'engagements sur nos publications. Le nombre de fois qu'on sort dans les recherches, autant sur Google que LinkedIn. LinkedIn nous le calcule maintenant. Je vous donne un exemple avec une utilisation de mots-clés intelligentes. La semaine dernière, je suis sorti dans 1500 recherches. Ok. Donc, juste en 7 jours. Fait que c'est un pouvoir hyper important. Donc, c'est un KPI à mesurer. Puis, c'est quelque chose qui a été rajouté quand même assez dernièrement comme statistique. Donc, toujours, évidemment, le SSI pour nous donner une idée de la fondation, mais aussi le taux de réponse. Le taux de réponse qu'on reçoit au message qu'on envoie. Parce on est très, très chanceux d'être dans une époque où les taux de réponse sont très élevés. En fait, ils sont même plus élevés qu'un courriel, ou beaucoup plus élevés qu'une campagne AdWords de taux de clic ou même, on pourrait s'en parler, mais même de Facebook Ads. Mais Qu'est-ce qu'un bon taux de réponse du coup pour toi? nous, on vise entre 5 et 20 Entre 5 et 20%. Ok. Ouais, De réponse à un message ou de réponse de à une réponse à un invitation? message. À un De message. réponse à une campagne de message, en fait. D'accord. Parce qu'on n'enverrait pas juste un message, mais normalement, le taux de réponse devrait se situer entre 5 et 20 Ok. Et pour Quand on ce parle qui d'un est... taux de lecture ou de taux de réponse de courriel, on est dans si on fait 2-3%, on est golden, hein. Mais Ouais, les bonnes campagnes font 1%, 1,5%. Nous, on vise plus haut que ça. Il y a des d'accord. méthodes pour aller chercher plus de conversion. Puis ça, c'est de la propriété intellectuelle interne, mais, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conseils qu'on donne à nos clients pour générer des taux de conversion plus élevés. Et tu parlais du nombre de personnes qui, enfin, quand tu fais des ajouts de contacts, Oui, tu parlais, par exemple, si on part sur une cinquantaine de personnes par semaine, quel est oui. le bon taux pour de Ben, je personnes? peux te dire c'est quoi le seuil de qualité. Le seuil de qualité, c'est 56%. 56%, d'accord. Ouais, d'acceptation.
Ok. Nous, on vise 70 et plus. Ok. Et Parce que sinon, on n'existerait pas. Si on fait la même chose que quelqu'un pourrait faire dans son sous-sol, générer le même genre de résultat, je veux dire, on n'aurait pas de business model. et vous l'optimisez grâce aux messages que vous envoyez, Oui, oui, grâce à la stratégie, au ciblage et l'analyse, compagnie. la compréhension du client, le Ouais. type de client. Ok. Je veux dire, il y a plein d'analyses qui sont faites par rapport à ça. Parfait. Dernière petite question avant de passer aux questions flash. Est-ce que tu vois d'autres qualités que de la discipline ou est-ce que Oui, il faut beaucoup d'empathie. ah, Ouais. Il faut énormément beaucoup d'empathie. Il faut comprendre les besoins, il faut comprendre les préoccupations de nos clients. Les meilleurs vendeurs, c'est des gens qui sont empathiques. En fait, si tu me demandes comment je choisis les gens qui vont faire le développement pour V3, la première qualité que je cherche, c'est l'empathie. Quelqu'un qui va vraiment comprendre c'est quoi les besoins. Il va être capable de se mettre dans les souliers du client puis comprendre ce que devrait être son orientation stratégique. C'est souvent ce qui fait un bon développeur dans la vie traditionnelle, non pas juste sur LinkedIn. Je veux dire, quelqu'un qui est capable de se mettre dans les souliers de son client est toujours capable de livrer une stratégie qui est plus efficace pour eux. Donc, puis c'est un peu le raisonnement derrière la raison. Si tu veux savoir la culture d'entreprise, c'est sûr qu'on est passionné. On est des gens qui aiment livrer de la performance puis d'avoir des clients qui sont satisfaits. Je me lève à chaque matin en me disant qu'est-ce que je peux faire pour aider mon client, dans le fond. Puis dans cet angle-là, ben les gens qui se joignent à l'équipe, c'est vraiment dans cet angle-là. C'est-à-dire un angle empathique de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les supporter dans leur effort, puis les aider à avancer dans ce qui est quand même assez difficile, un lancement d'entreprise ou la gestion de la croissance ou la gestion de notoriété. Donc, dépendant du stade de que ça soit un bébé, entreprise, un enfant, un adolescent un petit peu maladroit comme je l'étais, qui casse des verres, qui échappe des pains de lait, à devenir un adulte mature. Même les adultes matures ont besoin de conseils. Je veux dire, si on croit qu'on sait tout, on devrait rester à la maison puis on pourrait dire qu'on a accompli ce qu'on avait accompli dans la vie, mais d'être toujours en quête d'apprentissage puis de nouvelles méthodes. On le voit pour les entreprises, puis une des choses qu'on remarque dernièrement, c'est qu'on est les grandes entreprises sont beaucoup attirées par ce qu'on fait parce qu'ils ont besoin de se renouveler puis de se préparer pour le futur. Puis le futur est pas dans 5-10 ans, mais maintenant. Puis les anciennes méthodes vont juste mener à de l'effritement parce que 95% des millennials veulent utiliser le numérique pour échanger. Si on n'est pas là, je pense que c'est 45% des gens puis des décisionnels qui vont être des millennials d'ici quelques années. Je crois que c'est 3 ou 5 ans. Fait que c'est quand même assez épeurant de dire que je m'adresserai pas à mes acheteurs par leurs canaux de communication préférés. Clairement. Ok. On passe aux questions flash pour terminer cette entrevue. Oui. Quel a été pour toi le moment décisif dans ta vie d'entrepreneur? Le moment décisif a été la journée où j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur. En fait, que j'ai commencé à avoir plus confiance en mes moyens. Je dirais que quand j'ai lancé mon entreprise en quittant Apple, j'ai voulu me trouver un partenaire d'affaires parce que j'avais pas confiance que j'étais capable de mener à bien seul le projet. Puis c'est toujours bon d'avoir des partenaires, des bras droits, puis des collaborateurs, puis j'en ai dans V3. C'est juste que pour démarrer, faut pas avoir peur d'être ce qu'on est. Je veux dire, l'humain est imparfait. On a des forces, des faiblesses. Il faut savoir s'entourer pour pallier à ces faiblesses-là. Mais il faut surtout pas avoir peur de ces faiblesses-là. Il faut les apprivoiser puis apprendre à les changer en opportunités, en fait. Ok. Arriver à dominer ses propres peurs. Oui, puis c'est un combat continuel. Hein? Clairement. Deuxième chose que je voulais te demander, quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui finalise ses études et qui rentre dans le monde professionnel, le monde? Oui. Ben, premièrement, aux États-Unis, il y a 1 personne sur 2 qui va vérifier ton profil LinkedIn pour voir s'il veut te rencontrer ou pas. Puis c'est une vieille stat. Probablement qu'au Québec, on est déjà rendu là. Donc, si tu n'as pas de présence en ligne, présence professionnelle sur LinkedIn, ben, je veux dire,
Je regarde même plus les CV des gens qui postulent pour travailler chez nous. Je m'excuse aux gens qui ont postulé, mais je regarde leur profil, je regarde ce qu'ils partagent. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'informations intangibles disponibles sur le numérique, puis sans faire des enquêtes. Je vais jamais voir les Facebook ou les trucs comme ça. Je trouve que la vie personnelle, ça devrait rester la vie personnelle. Là. Mais il y a plein de trucs sur LinkedIn qu'on peut apprendre d'une personne qui dépasse les cadres d'un CV traditionnel. Je veux dire, moi, d'avoir dit, à la limite, j'ai travaillé pour telle entreprise, ça me dit un petit peu c'était quoi ton orientation, puis quel genre d'expérience tu as acquis, mais ça me parle pas vraiment de la personne. Puis ce qui est intéressant, c'est savoir qu'est-ce qui stimule la personne, qu'est-ce qu'elle aime faire dans son day-to-day, puis d'essayer de capitaliser là-dessus. Je veux dire, si tu es capable de donner un emploi à quelqu'un, puis 100% des tâches qu'il fait apprécie, c'est rare 100%, mais disons 90% de ses tâches qu'il fait dans une journée, il les apprécie, il y a des bonnes chances qu'il reste avec toi. Clairement. Fait que je vous dirais de vraiment identifier ce que vous aimez faire. Moi, j'ai eu de la misère à l'identifier quand j'ai quitté l'université. Ça a été un long chemin, un long fleuve où je me suis laissé guider un petit peu à travers toutes ces opportunités-là. Je le regrette pas parce que ça a donné la personne que je suis aujourd'hui. Mais vraiment de bien identifier qu'est-ce qu'on aime faire, puis s'en aller dans cet angle-là. Puis de postuler non pas selon une expertise ou une étude particulière, mais selon notre passion, ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait changer. Puis partir de là quand on regarde pour un poste. Puis aussi que l'entrepreneuriat, c'est possible. Je veux dire, moi, je suis de la vieille école. Là. La vieille école, c'est le bon terme. mais nous, on nous disait jamais que l'entrepreneuriat, c'était possible. Puis ce que j'ai le goût de dire à un futur entrepreneur, c'est que non seulement c'est possible, c'est réalisable. Il faut tout simplement y travailler très, très fort puis avoir une approche. Ça prend plus qu'une idée, disons. C'est tout ce que j'ai besoin de dire. Ça prend définitivement plus qu'une idée. Et dans tous les cas, c'est une sacrée expérience à vivre. Oui. Oui. C'est un beau chemin. Oui. C'est le plus beau, c'est le plus beau chemin, en fait. C'est, la différence. Puis les gens me disent souvent, pourquoi t'as quitté Apple, dans le fond, pour partir d'une entreprise? T'avais une job à vie, là-bas, puis je venais d'avoir un enfant en plus, fait que c'était totalement casse-cou, comme geste. Maintenant, j'en ai 3. Je suis entrepreneur quand même, puis je souris. Il manque de rien pour l'instant. Très chanceux. On touche du bois. Je ne sais pas si tu vas avoir entendu le bois dans ton enregistrement. C'est pas grave. Mais j'ai définitivement touché du bois. Tout ça pour dire que on passe notre temps à bâtir des châteaux de sable en étant employé, puis plus nécessairement ce que j'avais le goût de faire. C'est-à-dire que je bâtissais toujours le plus gros château de sable au monde, puis là, la marée arrivait, puis il me disait construire un autre château de sable, puis là, je recommençais à construire un château de sable, puis là, je me disais, il est encore plus beau que l'autre, puis là, la marée arrivait, puis le château de sable se défaisait, puis je reconstruisais, puis à un moment donné, je le dirai pas 100 fois, mais la répétition s'installe, puis j'avais le goût de construire, je sais pas, quelque chose de plus durable, une maison, une maisonnette, ou peut-être même une cathédrale, on sait jamais, mais de construire quelque chose qui allait me survivre, puis qui aurait une durée dans le temps qui est plus intéressante qu'un château de sable. D'accord, donc tu as commencé par une cabane, puis ensuite tu as créé une petite maison, puis là tu es en devenir vers... Ouais, j'espère que le terrain est assez grand parce que le prochain, c'est un stade. C'est bon ça. Et dernière question, quelle mauvaise recommandation as-tu déjà entendue concernant ton métier? Ouais, ben je le mentionnais pendant le podcast, c'est vraiment de faire attention. De faire attention quand on se lance sur LinkedIn, de le faire stratégiquement, de le faire de manière disciplinée, de le faire avec empathie, de le faire avec curiosité, mais pas de le faire à la mitraillette. Donc, de ne pas ajouter des milliers de personnes. Non, parce que ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Je veux dire, un jour, j'ai eu un blogueur de l'Arkansas qui bloguait sur les chats, qui m'a demandé de l'ajouter sur LinkedIn. Puis, je me suis demandé comment il a fait pour me trouver. En fait, c'est vrai, j'ai 2 chats. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment de suivre un blogueur de chats.
où j'ai pas vraiment d'intérêt à interfacer avec un blogueur de chat. Donc, ça, c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, probablement qu'il essayait de se rendre à 30 000 contacts le plus rapidement possible, puis je suis tombé dans ces... je sais pas si j'ai chat comme mot-clé dans mon profil, il faut voir que je vérifie après le podcast. Mais reste que c'est pas stratégique. Tu sais, je veux dire, à la limite, connecte-toi avec des fournisseurs de nourriture comme Purina qui font de la nourriture pour chats, puis essaie d'avoir des commandites ou échange avec eux pour voir s'il y a possibilité d'avoir de la nourriture gratuite pour tes propres chats. Parce que si t'es blogueur de chats, tu dois en avoir au moins 60. Je pense qu'il faut que tu en aies 60 chats pour être qualifié comme blogueur de chats professionnel. Je pense que c'est le prérequis. Mais tout ça pour dire que connecte-toi avec des gens qui peuvent t'amener de la valeur, puis échange Puis même, on est dans une économie de partage, hein, pas juste de la valeur pour toi, mais de la valeur que tu peux leur apporter. Tu peux leur apporter aussi également à travers un partage informationnel. J'ai la chance d'avoir plusieurs collègues qui sont formateurs LinkedIn que j'apprécie énormément, qui font beaucoup d'évangélisation de l'opportunité. Puis je me connecte avec eux, puis on échange sur nos visions et tout ça. Je crois que je leur apporte de la valeur, puis ils m'en apportent également, puis j'apprends à devenir meilleur à travers mes échanges avec ces personnes-là. Puis pour moi, c'est ça une bonne stratégie. C'est vraiment d'être dans un mode d'échange ouvert, lié au partage de connaissances, à l'apprentissage, puis éventuellement à l'offre de service, mais on n'est pas à l'offre de service au stade de la poignée de main. Bravo, merci beaucoup Alex. Merci Julien. C'est vraiment apprécié que tu aies passé du temps avec moi ici, à pouvoir échanger, puis donc pouvoir partager ce contenu auprès des auditeurs. C'est bon. Je suis désolé si tu as 60 chats en passant, je voulais pas te heurter. J'en ai 0. Donc... OK. Mais je vais quand même essayer de contacter le blogueur pour voir un peu quel est le retour. Bon, OK, il a besoin de conseils. Il aura peut-être des stratégies à me donner que je connais pas pour le blogging, là, tu sais. Oui. On sait rien. Définitivement. Mais en tout cas, ouais, mais un grand merci. Puis, écoute, je te laisse le mot de la fin et je te dis à bientôt. En fait, le mot de la fin serait tout simplement oser. Ouais, oser. Eh ben, c'est très bien comme mot de la fin. Ouais. Bonne continuation à toi, Alex. Merci, Julien. À la prochaine. Bonne journée. Et c'est donc ainsi que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com/17. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.